Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission Ilm wa Hadara, Sciences et Civilisation. On parcourt quelques pratiques scientifiques à l'épreuve et à l'aune des enjeux de civilisation. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Najia Hajjaj Hssouni. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons aujourd'hui explorer le domaine de la rhumatologie au Maroc. Vous êtes pionnière dans le domaine, vous avez fait beaucoup dans ce secteur. Avant cela, je demande toujours à mes invités de se présenter pour qu'on puisse incarner la science. Il y a aujourd'hui un grand déficit d'incarnation de la science. Les gens pensent aux scientifiques, mais ils ne les voient pas associés à des personnes. Et cette émission, c'est incarner la science en des personnes. Elle se passe au Maroc. Il y a des Marocains de talent extraordinaires comme vous. Et donc, votre premier parcours et vos motivations. Pourquoi la médecine? Et peut-être avant la médecine, vous avez passé vos études secondaires dans quelle ville du Maroc? Alors d'abord, avant de commencer, mes très sincères remerciements pour cette invitation extrêmement sympathique et chaleureuse. Et je suis vraiment Merci à vous. très ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de science et sans doute aussi d'humanité qui accompagne la science. En ce qui concerne mon parcours, j'ai d'abord fait mes études primaires et secondaires à Casablanca avant de venir faire médecine à Rabat. Oui, à l'époque, la médecine était uniquement à Rabat. Oui. Uniquement à Rabat, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis venue ensuite faire mes études de médecine à Rabat. Alors, pourquoi la médecine? La médecine, j'ai toujours su que je ferais médecine. Et en fait, mon parcours n'a pas été un parcours vraiment porté sur la médecine, puisque j'ai d'abord fait des mathématiques. Ah, J'étais très bonne en mathématiques, c'est cela. et mes enseignants convoquaient toujours mes parents pour leur dire il faut qu'elles poursuivent et qu'elles finissent mathématiques, elle pourra choisir après. Aujourd'hui, je leur suis vraiment très reconnaissante Oui. parce que ça m'a donné... C'est une école de rigueur. C'est une école de rigueur. Autre école de rigueur, j'ai aussi pu profiter à Casablanca du conservatoire municipal de musique, de déclamation et de danse. Et donc, ça a été pour moi aussi une formation extraordinaire parce On oublie que combien le corps est essentiel. très important. Les activités Bien physiques sûr. devraient être sur des ordonnances Absolument. médicales. Ça l'est aujourd'hui, C'est très tout à bien. fait. Et je crois que la musique, d'une part, parce qu'une note est juste ou fausse, elle ne peut pas être de l'à peu près. Oui, C'est un apprentissage extrêmement important de la rigueur. oui. Et le sport est aussi un apprentissage extrêmement important de la rigueur. Vous étiez porté sur quel sport? Alors moi, j'ai été en championne de mon lycée en minime de gymnastique artistique et de Super. plongeon artistique. Super. C'est de beaux souvenirs que je garde de Ah, c'est Casablanca, magnifique. très sincèrement. Mais vous avez un port de tête qui montre que vous avez été sportive. En tout cas, je crois que c'est très important dans la formation d'un jeune, et je pense que nos villes nous donnent beaucoup, même s'il y a eu une période de régression. Il y a aujourd'hui des associations, il y a beaucoup de choses sont faites dans les associations et les organisations civiles, et je crois qu'il faut le rappeler parce qu'on a souvent l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Quand on cherche, il y a beaucoup. Oui, c'est cela. Et malheureusement, nous avons une vie trop sédentaire par moment qu'il faut compenser par des activités physiques. Tout à fait. Donc, médecine à Rabat. Et après, vous vous êtes dit, il y a une spécialité, Voilà. laquelle, comment cela se décide-t-il? Alors, la spécialité, je l'ai faite à Paris, à l'hôpital Cochin. D'abord, pourquoi la rhumatologie? Parce que j'ai commencé d'abord par la médecine interne. J'ai donc été interniste et passé le concours de maîtrise d'assistanat à l'époque de médecine interne. Et puis, je me suis aperçue rapidement qu'en médecine interne, qui était une discipline qui me passionnait beaucoup, il y avait forcément, on ne peut pas tout dominer. Et donc, il faut prendre une orientation. Et dans l'orientation qui m'intéressait, je m'intéressais beaucoup au handicap, parce que je me rendais bien compte, à ce moment-là, en tout cas dans notre pays, qu'on s'intéressait beaucoup à tout ce qui est spectaculaire, à tout ce qui est... Mais on n'accordait pas beaucoup d'importance au handicap, et je crois qu'il y a beaucoup à faire en termes de prise en charge, en termes d'accompagnement des patients qui souffrent de handicap. Et parmi les disciplines pour lesquelles on pouvait faire une spécialité à l'époque, il y avait la rhumatologie, qui est en quelque sorte le produit de deux disciplines qui me passionnaient beaucoup, la médecine interne d'une part,
et la radiologie d'autre La part. radiologie, oui. Et un des créateurs de la rhumatologie en France, Florent Cos, disait d'ailleurs que la rhumatologie est la fille aînée de la médecine interne. Ah oui. Et donc ça m'intéressait tout à fait dans ce domaine-là et j'ai jamais regretté, c'est tout à fait passionnant. Et d'ailleurs, au Maroc, le secteur était complètement pris en charge par la médecine interne avant qu'il soit autonome grâce précisément au service que vous avez créé. Absolument. Il y avait euh, euh, en votre temps quelques Français au Maroc qui s'en occupaient. Et puis après, vous avez complètement pris en charge la création de ce secteur. Alors en fait, il y avait la médecine interne. Moi, j'ai eu la chance de passer la première agrégation du Maroc en rhumatologie, puisque je m'étais vraiment spécialisée en rhumatologie et pris cette orientation-là parce que, pour les raisons que j'ai évoquées, puis aussi lorsque j'ai fait ma spécialité en France, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai eu en particulier deux maîtres qui ont été d'une bienveillance et d'un accompagnement extraordinaire. Le professeur Bernard Amor, et puis surtout le professeur Charles-Joël Menkès, qui a été vraiment pour moi un maître. Le passage de relais est très très important dans Oui. toutes les disciplines Oui, et très souvent mes invités insistent sur cet élément structurel de la rencontre absolument. humaine et professionnelle. Absolument, je confirme tout à fait. Le professeur Charles-Joël Menkès a été jusqu'à sa mort, il y a à peu près 3 ans, un véritable père spirituel pour moi. Et donc, c'est un accompagnement pendant des années, de très longue date. Et je crois que c'est le lien qui montre aussi que la médecine est universelle, il n'y a pas de frontières. Oui. Et lorsqu'on rencontre des gens de talent, des gens bienveillants, des gens qui transmettent le flambeau, c'est absolument extraordinaire. Ça fait partie de l'intégrité scientifique, la loyauté, la confiance, la transmission, le partage de l'expérience, le principe social de la responsabilité scientifique. Absolument. Et donc, il est vrai que c'est quelque chose qui donne une chaîne comme ça de générationnelle d'expérience et qui effectivement suppose beaucoup d'intégrité, beaucoup d'intégrité. Et j'ai eu la chance ensuite, dans les années qui ont suivi, de garder des liens extrêmement forts avec le service où j'étais formée et d'avoir des bourses pour les élèves que j'ai eu la chance d'avoir par la suite et qui ont pu partir faire des stages de perfectionnement avec des bourses solides, ce qui n'avait pas été mon cas puisque j'étais juste au début. Mais peu importe, il y avait la motivation, il y avait l'énergie. Les choses n'étaient pas encore assez structurées à votre époque, mais après, effectivement, vos étudiants ont pu bénéficier de ces stages-là. Le déplacement géographique est très important, comme déplacement mental, j'allais dire, enfin, pour voir les différentes méthodologies ici ou là pratiquées, et cela aide énormément. Absolument. Après votre spécialité, vous revenez au Maroc. Oui. Et vous voilà complètement engagé dans l'enseignement et la clinique. Ici à Rabat, c'est cela? Alors, lorsque je suis partie, j'étais déjà universitaire, oui. puisque j'avais passé le concours d'internat, ah oui. Puis ensuite la maîtrise d'assistanat, que j'ai passé en même temps que la spécialité de rhumatologie. C'était une année très difficile parce que j'avais le concours de médecine interne, j'avais aussi la rhumatologie, mais je crois que, comme dit Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Oui, et on dit aussi que ce qui... oui. Il y a un proverbe marocain, vous savez, ce qui ne sort pas des portes larges sort des portes étroites. Exactement. C'est que les Américains, ils ont aussi un principe là-dessus. C'est if you want something to be done, ask someone busy. Si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à quelqu'un de très occupé. Et donc, effectivement, effectivement, à votre retour, qui est en même temps une reprise du poste que vous avez eu, vous vous engagez à structurer administrativement la rhumatologie au Maroc, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est à ce moment-là que la rhumatologie commence, que je vais passer la première agrégation de rhumatologie du Maroc et que je vais m'engager ensuite dans la rhumatologie, la formation des rhumatologues marocains. Pratiquement aujourd'hui, la grande majorité des chefs de service de rhumatologie sont issus de l'école de Rabat et c'est une grande fierté pour moi. Ah oui. Et d'autres ont aussi pu eux-mêmes former d'autres rhumatologues. Et dans l'ensemble des rhumatologues du Maroc, une grande partie, j'ai eu la chance d'avoir ces rhumatologues. Oui. Alors, du côté clinique, il y a les enseignements par la clinique, ce sont les enseignements majeurs.
les gens qui sont frappés malheureusement de maladies sévères auxquelles vous avez participé, vous avez participé à leur diagnostic, pardon. Oui. Je pense particulièrement à la polyarthrite rhumatoïde, qui est très handicapante. Vous avez parlé du handicap tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez un peu décrire ce phénomène ici au Maroc de la polyarthrite rhumatoïde? Bien sûr. Alors, la polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire des articulations qui le plus souvent survient chez des femmes. Au Maroc, des femmes beaucoup plus jeunes qu'en Occident et qui petit à petit va évoluer vers une destruction des articulations et conduire à un handicap majeur en l'absence de traitement. Et il y a quelques années, en particulier lorsque j'ai commencé la rhumatologie, le diagnostic était fait très tardivement ou n'était pas fait, ce qui fait que très souvent, ces personnes, qui le plus souvent étaient des femmes, devenaient grabataires et ensuite, évidemment, avaient des complications majeures qui pouvaient même conduire au décès. Ah, mais précisément, Oui. dans ce cas précis de handicap majeur et de diagnostic qui se fait tardivement, euh, euh, j'ai deux questions. Un, quand le diagnostic est précoce, on peut quand même remédier Oui, grâce à la prise en charge. absolument. Et deux, la, les nouveaux outils comme l'imagerie par résonance magnétique ont-ils permis quand même un meilleur diagnostic? Donc, Bien sûr, deux questions sur ce point-là. bien sûr. Alors, je crois que d'abord, le diagnostic précoce est évidemment majeur. Plus tôt on fait le diagnostic, plus vite on va commencer le traitement et plus Qui rapide. consiste en quoi? Alors, il y a plusieurs Oui, je suppose. types de traitements en fonction de la sévérité de la maladie et du stade auquel le diagnostic est fait, qui peut aller d'un simple traitement anti-inflammatoire à un traitement beaucoup plus important qu'on appelle les traitements de fond, qui ont pour but de freiner l'évolution de la maladie. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement connu qui guérit totalement la maladie, mais on peut tout à fait l'arrêter et en tout cas la laisser à un stade tout à fait compatible avec une vie normale. Et c'est le plus important. Oui. Et en rhumatologie, il y a deux grands types de maladies. Il y en a évidemment, il y a plus de 400 types de maladies rhumatismales, mais les deux, ce qu'on appelle les chefs de file, il y a chez les femmes la polyarthrite rhumatoïde, donc qui peut conduire à cet handicap majeur, et il y a aujourd'hui de nouveaux médicaments, il y a toute une série de médicaments, dont les plus récents qui sont les biothérapies, qui ont une efficacité remarquable sur la Elles maladie. consistent en quoi, ces Alors, thérapies? on a commencé il y a tout juste quelques années par des perfusions de médicaments qui bloquent les difficultés, disons les dysfonctionnements immunitaires. Puis très très rapidement, on est passé aux injections sous-cutanées, donc beaucoup plus facile à utiliser. Et on parle aujourd'hui de possibilités de biothérapie par voie orale, voire à l'avenir un vaccin contre la polyarthrite rhumatoïde. Ça, c'est encore évidemment au stade de recherche et d'hypothèse. Mais il faut rêver. Mais il faut rêver, c'est ce qui porte tout à fait la recherche et la science. En tout cas, il y a d'énormes progrès qui ont été faits et les stades auxquels on voyait les patientes il y a quelques années n'est plus le stade auquel on les voit aujourd'hui. Tout dépend évidemment des endroits où vivent les patientes. Et il y a une distinction à faire entre les villes où le diagnostic est plus facile, la proximité des médecins est plus facile, et le monde rural, qui reste encore une question très importante en médecine et pour lesquelles les diagnostics restent encore tardifs par rapport... Et je sais que vous êtes aussi très sensible aux conséquences sociales et sociétales de cette maladie, parce que quand malheureusement le diagnostic est tardif et que le handicap s'est installé, souvent c'est des femmes invalides et pour lesquelles on fait arrêter la scolarité de leur fille pour qu'elle s'occupe d'elle. Je sais que vous avez été vraiment très très sensible sur ce point-là, en alertant les pouvoirs publics et les décideurs sur cet aspect de réaction en chaîne de cette maladie. Absolument. Nous avions fait un travail de recherche avec les sociologues à Rabat, le professeur Herès à ce moment-là, qui était à la faculté des sciences sociales et qui nous avait accompagnés dans cette étude, où nous avions étudié les conséquences socio-économiques de la polyarthrite rhumatoïde. Et parmi les multiples conséquences, il y avait la situation des petites filles, puisque lorsqu'une mère devenait grabataire, le plus souvent, une mère sur 3 faisait arrêter l'école à sa fille, jamais un garçon, toujours une fille,
pour venir s'occuper d'elle. Et donc, quel que soit le niveau scolaire de l'enfant, elle était retirée de l'école pour s'occuper de la maman. Alors évidemment, c'est quelque chose qui nous avait beaucoup chagriné. Et avec mon équipe, et en particulier une de mes internes que j'aime beaucoup, qui aujourd'hui est professeur de l'enseignement supérieur, le professeur Hanar Kane, nous avions mis en évidence cette difficulté, cette situation des petites filles, et nous avions organisé avec le professeur Fdoua El-Lali, qui est aussi une de mes anciennes élèves et qui m'a accompagnée très très longtemps et qui aujourd'hui est chef du service de rhumatologie de l'hôpital Ayashi. Nous avions organisé un tour du Maroc avec l'accompagnement d'artistes, notamment Rachid Louali, qui nous avait accompagnés dans ce tour du Maroc pour aller rencontrer les familles, et en particulier les mères, pour Un travail de sensibilisation. un travail de sensibilisation, en particulier pour expliquer aux mamans que mettre leur fille à l'école, c'était aussi important que mettre leur fils à l'école. Oui. Et je crois que ça a été en tout cas une très très belle expérience. Ah oui, 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 c'est ça. Alors, cette polyarthrite rhumatoïde, ces manifestations, on peut les décrire un peu? Bien sûr. Ça se présente comment? Alors quelquefois, ça commence de manière tout à fait banale. Ça commence par les mains, le plus souvent, de façon bilatérale, avec des douleurs qui vont commencer au niveau des doigts et qui sont des douleurs très particulières. C'est ce qu'on appelle des douleurs inflammatoires. C'est-à-dire que le plus souvent, elles vont survenir la nuit. Elles surviennent la nuit. Au début, c'est pas très gênant, c'est un peu particulier. Et elles s'accompagnent d'une raideur, d'un enraidissement des doigts qui se libère le matin au réveil après un certain temps, qu'on appelle le temps de dérouillage. C'est déjà à ce moment-là qu'il faut faire le diagnostic, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre d'avoir les gonflements des articulations. C'est-à-dire que l'aspect intermittent fait que la personne s'illusionne en disant ça va passer. Voilà. Alors que malheureusement, ça revient régulièrement. Et... Voilà. Très souvent, d'ailleurs, nos patientes sont des patientes qui acceptent le mal, qui ne se plaignent pas. Résilientes. Très résilientes. Et en particulier, les femmes au sein des familles, avec leurs maris, leurs enfants, s'occupent de beaucoup de choses et très souvent ne se regardent pas et ne se prennent pas en compte. Se négligent. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut faire le diagnostic. Et je disais tout à l'heure, il y a la polyarthrite rhumatoïde le plus souvent chez les femmes, mais nous avons une autre maladie qui est la spondylarthrite ankylosante, le plus souvent chez les hommes, et les jeunes hommes, qui sont souvent des soutiens de famille et qui, eux aussi, en l'absence de traitement, vont évoluer vers un handicap. C'est des symptômes similaires? Alors, c'est la colonne vertébrale. Ah. La polyarthrite rhumatoïde, ce sont ce qu'on appelle les articulations périphériques, donc essentiellement les mains, rarement la colonne vertébrale, alors que la spondylarthrite ankylosante, qui porte aujourd'hui de nouveaux noms parce qu'on ne la laisse pas évoluer jusqu'à l'ankylose, concerne la colonne vertébrale. Et elle aussi, si elle n'est pas traitée précocement, chez de jeunes garçons, donc imaginez un petit peu les conséquences sociales, peut conduire à l'handicap. Et elle se présente comment au niveau symptomatique? Elle va se présenter par des douleurs du bas du dos, lombaires, des douleurs lombaires et des douleurs dans les sacroiliaques. Les sacroiliaques sont les articulations qui sont en regard des fesses. Et souvent, les jeunes garçons nous décrivent des douleurs bilatérales d'un côté et de l'autre, qu'ils prennent pour des conséquences du sport, des conséquences du mouvement, des conséquences... Et là aussi, il y a toute une analyse clinique. Et aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de l'imagerie. Oui. Il y a eu de gros progrès qui ont été faits grâce à l'imagerie et notamment l'IRM qui permet de faire le diagnostic très, très précocement. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut construire le diagnostic sur l'IRM. La clinique est très importante, l'écoute des patients est très importante, l'analyse des signes est fondamentale. Et quelquefois, sur une radiographie simple, qui ne coûte pas grand-chose, on va faire un diagnostic de certitude. Et c'est là où c'est important. L'IRM doit vraiment être réservé au cas où on a un doute, donc une orientation, et on ne peut pas faire le diagnostic avec une radiographie simple ou avec un bilan biologique simple. Et donc là, l'IRM va être très, très complet. Je crois que c'est très important que vous insistiez à la fois sur l'importance de l'outil technique ou technologique de l'IRM et aussi sur son insuffisance. Absolument. Il ne peut pas se substituer à l'écoute du patient. Tout à fait. Et j'en viens précisément à un élément très important qui est l'éthique. Oui. Je sais que vous êtes très engagé dans l'éthique biomédicale. Oui. Vous avez contribué complètement à la création du CERB. Alors dites ce que c'est que le CERB, le comité. C'est le comité d'éthique et de recherche biomédicale. De Rabat. De Rabat, qui a commencé au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, dont j'ai eu l'honneur d'être le doyen
de 2003 à 2013 et qui s'est étendu à la faculté de médecine dentaire et qui continue jusqu'à aujourd'hui à faire un travail Oui, qui est remarquable. une référence Oui, véritablement pour tous les autres comités qui se constituent. Et ces comités, d'après ce que j'ai compris, sont plutôt orientés recherche, non? tout à fait. Oui, Orienté recherche. En fait, ce comité existait, mais de manière un petit peu embryonnaire, lorsque je suis arrivée au décanat de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Et je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait, ce n'était pas un comité indépendant qui ne répondait pas aux normes internationales à ce moment-là. Et j'ai eu la chance d'avoir une réponse positive à ma demande du professeur Jamel Dinrtewout, qui est toujours président du comité d'éthique aujourd'hui, qui était enseignant à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et qui avait quitté la faculté qui était installée, donc il pouvait tout à fait s'occuper de la présidence en étant autonome, donc qu'il n'y ait pas le contrôle de l'administration sur le comité d'éthique. oui. Ensuite, nous Cette avons, indépendance est très très elle est importante. très importante. Nous avons ensuite travaillé ensemble avec tous les collègues qui font partie du comité d'éthique pour répondre aux normes internationales et nous avons eu la chance d'avoir la recommandation de l'équivalence et la reconnaissance de la FDA. Ah oui. C'est un des rares comités de notre Il pays faut qui a rappeler ce que c'est que la FDA, c'est la, téléspectatrices et oui, téléspectateurs. c'est la fédération qui prend en charge en particulier tout ce qui concerne la recherche biomédicale de façon globale, pour Oui, rester simple, et qui accorde son accréditation au la comité, la certification. certification au Ça, c'est très comité. important. Vous-même, je Tout à crois que vous fait. avez à un moment enseigné l'éthique médicale. Oui, Voilà, ma question est celle-ci, parce que moi-même, il se trouve que je l'enseigne en ce moment à l'UM6P. Comment sensibiliser et les étudiants et surtout, j'allais dire surtout, mais aussi les praticiens à l'importance de l'éthique médicale? J'avoue que je suis toujours à la recherche des éléments clés et majeurs pour cette sensibilisation. alors je crois que c'est un combat de longue haleine et qui doit se poursuivre. L'éthique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'éthique remonte Bien sûr, à la nuit des temps. oui, Hippocrate déjà parlait d'éthique, oui, et c'est extrêmement important. La médecine arabe, oui, et en particulier les médecins arabes, tout à fait, ont beaucoup parlé d'éthique. Ibn Sina, Ibn Rushd, oui. et bien d'autres, Ibn Nafis, et bien d'autres, et ont transmis cette nécessité de prendre en charge le patient de manière juste et équitable au sein des premiers hôpitaux. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que Oui, le positivisme du 19e siècle a fait un peu de mal à l'éthique, c'est-à-dire cette idée qu'il y a les faits d'un côté, les valeurs de l'autre, oui, qu'il faut avancer sur l'objectivité des faits, que les valeurs c'est subjectif. Il y a eu quelque chose d'assez délétère dans cette façon de déconnecter la science de l'éthique. Je pense que maintenant le paradigme change, mais il y a eu pendant longtemps, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, les sciences ont un peu tourné le dos à l'éthique. Il y a tout l'arrière-plan historique et grec et arabe dont vous parlez, mais je crois que malheureusement, en Europe notamment, la fin du 19e et le début du 20e siècle n'ont pas fait beaucoup de bien à la démarche éthique. oui, je suis absolument d'accord. Je crois aussi que ce qui a fait du mal à l'éthique, c'est de séparer, je vais rester dans le champ de la médecine qui est le Oui, mien, de séparer le côté technique de la médecine du côté humain, oui, donc des sciences sociales. tout à fait. Et je pense que ça a été une très grande erreur. Oui, Les grands médecins qu'on a connus dans toutes les époques ont été des médecins qui étaient à la fois des médecins, mais qui étaient aussi des philosophes, des penseurs, des sociologues, qui étaient ouverts sur beaucoup de disciplines. pour quelque chose comme le consentement libre et éclairé des Bien sûr, patients, il vaut mieux avoir une connaissance du contexte anthropologique du patient bien pour que ça ne sûr, soit pas juste une relation contractuelle, mais une relation interpersonnelle avec le patient. Mais ça suppose la connaissance du contexte, ça suppose au moins des considérations élémentaires de sociologie et d'ethnographie. absolument. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'il y a eu cette séparation, on a fait de la médecine une discipline technique. C'est ça, Or, aujourd'hui, la grosse erreur, c'est de former des techniciens de santé. c'est cela. C'est pas ce qu'on attend d'un médecin. Non, Un médecin, c'est aussi celui qui va bien sûr avoir cette technicité, mais qui va avoir une technicité destinée à des êtres humains, à des patients. tout à fait. Et le contexte de prise en charge d'un patient
doit évidemment comporter tout ce que cela suppose en termes de philosophie, de pensée, de réflexion, de connaissance de la sociologie, du pays dans lequel on vit, des habitudes. Donc il y a vraiment tout un contexte à prendre en considération. Ouais, voilà, c'est cela. Et justement, votre parcours le montre parce que, en dehors de tous les aspects spécifiques à votre spécialité, vous avez toujours eu ce regard éthique qui accompagne votre pratique. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez été reconnu. Disons-le, vous êtes membre de l'Académie de médecine en France, vous êtes membre de l'Académie du Royaume du Maroc. Vous avez plus de 400 publications référencées. Ça, c'est très, très important. Tout cela suppose que vous êtes tout le temps en liaison avec la recherche qui se fait et de toute cette surface précisément académique que vous avez, je crois qu'elle aide précisément à sensibiliser les jeunes qui nous écoutent, qui commencent leur médecine. C'est important que vous adressiez à elles, à eux, pour leur dire, écoutez, la pleine reconnaissance de votre compétence médicale viendra de cet arrière-plan général de visibilisation des sciences humaines et sociales. Oui, je pense absolument. Je crois qu'il faut, en tout cas j'essaie de le dire autant que je peux à tous ceux qui m'entourent et particulièrement aux plus jeunes, qu'il faut prendre en considération la dimension de la vie. La vie a un sens et il ne faut pas oublier que la vie a un début, elle a une fin et que le parcours que nous parcourons tous est un parcours qui est un parcours d'humanité, ce n'est pas un parcours de technicité. Bien sûr, la technicité est importante, je ne tourne pas du tout le dos à la modernité, à la technicité, aux avancées, c'est extrêmement important. Mais je crois qu'il faut aussi rappeler, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui. Et il est évidemment important d'appliquer sa science et d'appliquer sa technicité, mais en n'oubliant jamais la dimension humaine. Et ça me paraît absolument Oui, d'ailleurs, dans fondamental. l'une des définitions de la bioéthique, c'est l'interface entre les êtres vivants et les technologies, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois tenir compte, ce qu'on appelle parfois la veille éthique ou la vigilance éthique, comment à partir de telles techniques qui émergent, on a parlé de l'IRM, comment se détermine-t-on humainement face à l'outil sans penser que l'outil va se substituer complètement à la compétence humaine. Absolument. Et je crois qu'effectivement, il faut avancer avec ce que la modernité nous apporte, ce que la science nous apporte, mais ne pas oublier que très souvent, ce qui nous est proposé ou ce que l'on découvre est un outil. Oui. Est un outil pour améliorer la vie, pour aider les autres, et qu'on peut en faire le plus grand bien, comme on peut en faire aussi le plus grand mal. Le plus grand mal. Et l'histoire de l'humanité nous l'a montré très souvent. Ah oui, c'est le cas aujourd'hui de ce qui arrive avec l'intelligence artificielle. Oui. Tout le monde s'extasie devant Oui. l'intelligence artificielle et je comprends, on est tous entourés d'intelligence artificielle. Et d'artefacts. Bien sûr, nos smartphones sont des intelligences artificielles, donc c'est rentré dans la vie courante. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le côté positif, mais qu'il y a aussi le côté négatif. Tout à fait. Et qu'il faut donc pouvoir... Il y a toujours des contreparties trouver une norme. aux techniques. Et contreparties, il faut voir, comme pour une page, il y a le recto et le verso. Et on ne peut pas avoir le recto sans avoir le verso. Absolument, absolument. Un dernier message de prévention, parce que comme vous savez, les inégalités à l'égard de la santé, ce sont surtout des inégalités d'accès à la prévention. Un dernier mot sur la prévention, combien c'est important. Vous avez tout à l'heure parlé du diagnostic qui doit se faire de façon la plus précoce possible. Comment essayer aussi d'avoir une forme de vie qui puisse éviter au maximum d'entrer dans les maladies. On n'est pas assez conscient de cet enjeu de la prévention. Bien sûr, la prévention est fondamentale. La prévention, déjà à titre individuel, pour chacun d'entre nous, elle doit commencer par des habitudes saines. D'alimentation. J'allais commencer par le tabac, parce que ça, c'est un message qui est extrêmement fort. On sait aujourd'hui que le tabac intervient dans de très nombreuses maladies. On connaît les cancers, notamment le cancer du poumon, les cancers de la cavité buccale. Mais pour revenir à la rhumatologie, on sait aussi que le tabac porte des maladies dysimmunitaires, comme la polyarthrite rhumatoïde, et même qu'il s'oppose à l'efficacité de médicaments lorsqu'on débute les médicaments. Complique les grossesses. Bien sûr. Et je crois que les aspects, enfin je ne crois pas, j'en suis absolument certaine, tous les aspects négatifs du tabac. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut dire aux jeunes,
que s'abîmer la santé pour de la fumée, c'est vraiment regrettable. Donc ça, je crois que vraiment, il faut prendre conscience du mal qu'on se fait dès qu'on commence la première cigarette. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont évidemment les habitudes saines. Je crois qu'il faut expliquer à nos enfants non seulement le tabac, mais le problème des drogues, qui aujourd'hui ont un impact important sur les jeunes de notre pays. Et les parents doivent être vigilants par rapport à ça. Pour rester plus simple, la nutrition, l'alimentation, c'est évidemment important. Manger sain. Aujourd'hui, tout ce que l'on voit dans les fast-foods, c'est aussi une catastrophe sur ce plan-là. Alors qu'on a une très grande et belle tradition culinaire marocaine. Absolument. Trop de sucre, trop de sel, c'est aussi extrêmement mauvais. Et puis, bien sûr, le sport. On a commencé tout à l'heure en insistant sur l'importance du sport. Le sport, aujourd'hui, dans les pays développés, est devenu une prescription médicale. On va devoir se terminer là-dessus parce que l'émission arrive à son terme. Et merci beaucoup. Vous avez dit beaucoup de choses, beaucoup de choses précieuses pour nos téléspectatrices et téléspectateurs que je remercie pour leur écoute attentive comme toujours. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup, Madame Hajjaj Hassouni Nejia, grande rhumatologue marocaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.